La table ronde sera animée par Michel Erpelding, qui est détenteur d'un doctorat de l'école de droit de la Sorbonne et chef du groupe de recherche du Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory à Francfort, en Allemagne. Et ses travaux portent sur l'histoire du droit international et du droit de l'intégration européenne, avec un intérêt particulier pour leur interaction avec le droit colonial et les pratiques coloniales. Et je donne directement la parole à Michel Erpelding qui va vous présenter les intervenants. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette table ronde, enfin pour l'animer en tout cas. Et donc je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. La table ronde qu'on va avoir pendant une petite heure maintenant va moins porter sur les questions juridiques techniques, parce que ça on l'a fait pour le reste de la journée, plutôt entre les interactions entre le droit et la politique. Donc avec nous, du coup, il y a un mélange, si vous voulez, de techniciens du droit, dont je fais partie, mais et de responsables politiques ou de détenteurs de mandats politiques. Donc avec nous, il y a tout d'abord Madame Insaf Rezaghi, qui est doctorante à l'université Paris-Cité, chercheuse associée au centre Thucydide, membre associé du centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas, Paris 2, et chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient à Jérusalem, donc il connaît également très bien le terrain. Madame Rezaghi écrit en ce moment une thèse sur le recours au multilatéralisme comme stratégie de reconnaissance d'un État de Palestine. Donc c'est un sujet qui est très lié à ce qu'on fait aujourd'hui, et elle a écrit de nombreux articles sur notamment donc les procédures en cours actuellement concernant la Palestine, mais aussi l'Ukraine, parce que nous, en tant qu'internationalistes, on fait toujours le lien entre l'Ukraine et la Palestine, contrairement aux responsables politiques, très souvent. Donc, je vous invite à lire ces contributions qui sont également très intéressantes. Ensuite, nous avons M. Goustigras. M. Goustigras est député du Parti démocrate, donc Parti libéral luxembourgeois, qui fait partie de la coalition gouvernementale actuelle. Il a été député entre 1999 et 2004 et à nouveau depuis 2013. Il est également échevin de la commune de Bétambourg. Et il est surtout, et c'est ce qui nous intéresse, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés, commission importante. Alors, M. Grasse a publié notamment en juillet de cette année une tribune dans le quotidien luxembourgeois Tageblatt, dans lequel il a parlé notamment de la question de la reconnaissance de l'État de Palestine, qu'il juge prématuré à ce stade en tout cas. Et en revanche, il a également évoqué la question des sanctions dont on va discuter tout à l'heure. Et ensuite, juste à côté de moi, il y a Monsieur Franz Fayot, qui est également député, membre du Parti socialiste, ancien ministre de l'économie de 2020 à 2023, et également à nouveau du coup député depuis le changement gouvernemental de fin 2023. Monsieur Fayot a écrit un certain nombre de choses également sur le conflit au Proche-Orient, y compris sur son blog personnel, mais également une réponse à la tribune de Monsieur Grasse. Et donc je pense qu'on peut continuer cette discussion en partie ici. Et également, il est l'auteur d'une question parlementaire récente sur la question des conséquences juridiques à tirer de l'avis rendu par la Cour internationale de justice cet été. Donc je vais ouvrir cette table ronde en faisant un tour de table et en demandant à chacun des intervenants de parler d'une question qui a été un peu abordée aujourd'hui, à savoir, on sait tous que les responsables politiques se concentrent surtout ces derniers temps sur le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre de l'année dernière, avec les terribles attaques contre les civils israéliens, et puis la suite à Gaza, avec également les crimes commis contre les civils palestiniens. Néanmoins, on sait que ce conflit est beaucoup plus long, et donc j'aimerais savoir quelle était l'analyse de ce conflit par les intervenants qui sont ici avant cette date fatidique
du 7 octobre de l'année dernière. Donc on va peut-être commencer par Madame Rezaghi, et puis Monsieur Grasse, et puis Monsieur Faye. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? C'est intéressant de commencer par recontextualiser les événements qui ont lieu en ce moment en Israël et en Palestine depuis plus d'un an. Parce que pour nous, chercheurs, c'est d'abord notre travail d'expliquer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on justifie, mais le 7 octobre, il n'est pas arrivé comme ça. Il s'inscrit dans un conflit ancien qui dure depuis un certain nombre de décennies, plus particulièrement effectivement depuis le plan de partage de la Palestine historique par l'Assemblée générale des Nations unies, par la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël en mai 1948. Et depuis cette date, ce qui est devenu en 1967 un conflit armé international avec une occupation militaire et une colonisation, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien est empêché et ça s'accompagne d'une dépossession des terres, d'un contrôle des ressources naturelles, d'une colonisation, d'une annexion d'une partie du territoire dont Jérusalem-Est. Ça s'est accentué avec la mise en place d'un blocus à partir de 2007 sur la bande de Gaza dans laquelle vivent actuellement 2,3 millions de Palestiniens. Et ce conflit ne sort pas du 7 octobre. Preuve en est, la Cour internationale de justice, dès 2004, elle est amenée à se prononcer sur le cadre juridique inhérent à ce conflit, et elle le fait déjà largement en 2004, où elle explique qu'on est en présence d'un conflit armé international dans le cadre d'une occupation militaire, qu'Israël entrave le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, que l'État d'Israël viole un certain nombre d'obligations à la fois du droit international humanitaire, mais aussi du droit international des droits de l'homme. La Cour se prononce également, et on pourra y revenir, sur la question de la légitime défense, qui n'est pas invocable pour un État, pour une puissance occupante dans les rapports qu'elle entretient avec un territoire et un peuple placé sous son occupation. Et déjà en 2004, elle dit que Israël, mais aussi les États et l'ensemble de la société internationale ont un ensemble d'obligations juridiques qu'ils doivent respecter, parmi lesquelles la non-reconnaissance, à l'époque c'était la construction du mur, mais de la situation qui en découle, et qu'elle doit tout faire pour qu'Israël applique et se mette en conformité avec le droit international humanitaire. Et le 7 octobre intervient. Et on l'oublie souvent, mais j'avais eu cette discussion cet été en Palestine. Un chercheur franco-palestinien me disait « On savait tous que ça allait arriver. On ne pensait pas que ça viendrait de la bande de Gaza, parce que en Cisjordanie, je ne sais pas si vous le savez, mais l'année qui précède le 7 octobre était l'année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis la seconde intifada. On a eu entre 600 et 700 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie avant le 7 octobre. Et donc tous nous disaient... Et par ailleurs, il y avait un certain nombre d'actions des groupes armés à Jénine, à Naplouse et en tout cas dans les grandes villes du nord de la Cisjordanie. Donc tous nous disaient, on savait que ça allait arriver. Moi, même avant le 7 octobre, les collègues palestiniens avec qui j'ai échangé me disaient, on sent que quelque chose est en train d'arriver. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais ce sera violent. Et le 7 octobre arrive de la bande de Gaza avec la violence et le déchaînement de violence que l'on a vu sur le territoire israélien, la mort de civils israéliens, la prise en otage de 230 Israéliens et étrangers. Donc le 7 octobre, il s'inscrit dans tout ce conflit qui depuis des décennies dure, et il s'inscrit également dans l'oubli, parce que c'était un conflit qui, depuis un certain nombre d'années, était complètement occulté de l'agenda international. L'Assemblée générale se contentait d'adopter une résolution par an sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Mais quand on regarde les résolutions, par exemple, du Conseil de sécurité, entre 2016 et 2023, aucune résolution n'avait été adoptée sur le conflit israélo-palestinien, à l'exception du renouvellement du mandat de la FINUL et d'autres forces armées dans la région. Donc l'oubli, la relégation au second plan de ce conflit, la violence qui se déchaînait et qui continue de se déchaîner en Israël et en Palestine, ont fait qu'un excès de violence est arrivé, que le 7 octobre et la violence qui y est liée a pris, et depuis on voit tout ce qui peut se passer également à Gaza. Bonjour, d'abord merci pour l'invitation. Madame a parlé de 1948, moi je remonte en 1917 avec la fameuse déclaration de Balfour. À mon avis, là,
on a posé la pierre qui a mené surtout donc au conflit qui malheureusement nous préoccupe depuis des décennies. Et pour répondre plus concrètement à votre question, effectivement, ce conflit nous préoccupe non seulement à partir du 7 octobre de l'année dernière, mais également depuis donc plusieurs années. Je renvoie également sur les initiatives qui ont été prises durant plusieurs années par la Chambre des députés. Par exemple, en 2001, a été déjà déposée une motion comme quoi que l'État luxembourgeois devrait reconnaître l'État palestinien. Ensuite, en 2014, une autre motion a été déposée d'ailleurs par le collègue Franz Fayot, Marc Angel, qui est aujourd'hui donc membre du Parlement européen, qui a été également adoptée par une majorité, mais encore une fois, où le Parlement a demandé au gouvernement donc de reconnaître la Palestine comme État indépendant, avec une ajoute très importante, et je sais que cette ajoute est très, très discutée, parfois d'un point de vue plutôt controversé, le moment jugé le plus opportun. Et ça, oui, bon. Je peux donner des explications plus concrètes, mais d'abord, voilà, on en discutera. Moi, je suis tout à fait donc disponible à répondre à toute question. Donc. Mais ensuite, pour donc encore une fois souligner que la discussion n'a pas débuté après le 7 octobre. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes ici, et si je peux déjà quand même parler de ce point plus épineux concernant donc la reconnaissance de l'État palestinien. Le Luxembourg, effectivement, jusqu'à présent, ne l'a pas fait. J'estime que nous allons revenir encore plus en détail, mais vous devez savoir quand même que non seulement le gouvernement actuel, ou la majorité actuelle, parce que moi je ne peux pas parler au nom du gouvernement, je peux seulement parler au nom de la majorité parlementaire, respectivement également de la Commission des Affaires étrangères. Mais donc, ce sujet nous préoccupe vraiment depuis très, très, très longtemps. Et malheureusement, je suis convaincu que le problème ne sera pas résolu d'ici quelques mois. Et on va donc faire également du côté de Luxembourg le nécessaire. Et comme on va revenir sur ce point, alors je m'arrête à cet instant. Je passe la parole. Voilà. Monsieur Frayot. Bien, bonjour aussi, merci pour l'invitation. Oui, le conflit au Proche-Orient avant le 7 octobre, je dirais pour mon parti et pour moi-même, c'était une cause importante, une cause d'injustice suprême et à laquelle il fallait répondre. Et notre position a été au gouvernement, en la personne de Jean Asselborn, de nous faire l'avocat de la cause palestinienne. Donc on s'est toujours très fortement prononcé pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien par différentes initiatives sous la forme de résolutions qui viennent d'être rappelées pour la reconnaissance de l'État palestinien. Premier pas vers une solution à deux États. Et je dirais que juste avant, donc dans la période précédente, le 7 octobre, on sentait déjà effectivement ce conflit qui était en train de gonfler et de devenir beaucoup plus grave. J'étais moi-même, en tant que ministre de la Coopération, dans les territoires occupés en septembre 2022. Je me suis rendu, j'étais à Jérusalem-Est, j'étais à Hébron, à Ramallah. Je n'ai pas pu aller à Naplouse ni à Jénine parce qu'il y avait déjà des tensions importantes à l'époque. Et effectivement, tous les interlocuteurs vous disaient à l'époque que c'est une bouilloire et qu'il va y avoir quelque chose de très grave qui se passera dans un avenir proche. Donc on voyait ce conflit et cette situation monter en puissance. Je pense et je dirais que ce que j'ai vu sur place, parler de la situation en Palestine est une chose, mais voir sur le terrain ce système d'apartheid et de colonisation, c'est véritablement quelque chose d'inoubliable hein, et qui vous meurtrit dans l'âme si vous êtes un homme de gauche. C'est
un système l'apartheid est un système qui est au service d'une colonisation, hein, donc c'est rendre la vie invivable pour les Palestiniens qui sont là, c'est sur le long terme s'approprier évidemment les terres, c'est un système absolument inique fait de checkpoints, de discrimination. Le mur a fait l'objet d'un avis en 2004. Il a été jugé illégal par rapport au droit international. Donc cette situation une situation était pour nous, pour moi en tant que socialiste et aussi pour mon parti, vraiment quelque chose d'insupportable. Et c'est dans ce sens qu'on s'est toujours impliqué dans la mesure du possible, parce qu'on avait, je dirais, des partenaires, surtout ces 10 dernières années, qui étaient peut-être plus sensibles à cette chose qu'actuellement. On a essayé de faire avancer ce dossier. On était parmi les États, il faut aussi le dire, parmi les plus pro-palestiniens en Europe, et on sait tous que l'Europe est divisée sur la question, mais on faisait partie de ces États avec l'Irlande, avec l'Espagne, aussi avec la Belgique, qui étaient toujours très critiques par rapport à ce que faisait Israël dans sa politique, faut dire, contre les Palestiniens. Et donc je dois dire que c'est un conflit qui malheureusement est maintenant devenu ce qu'il est devenu, mais notre position est inchangée. Et je dois dire que on a répondu à l'article de Gusti Grass. On va sans doute y revenir aussi sur la question du timing d'une reconnaissance de l'État palestinien. Je crois qu'on a des désaccords fondamentaux à l'heure actuelle. Bien, et justement, je pense que le moment est venu d'aborder cette question. À nouveau, j'aimerais commencer par Madame Rezaguи, qui justement fait des recherches sur cette question. Parce qu'on a souvent dit, finalement, la reconnaissance de l'État palestinien, est-ce qu'elle fait vraiment avancer les choses sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas une mesure purement symbolique? Vous qui vous intéressez à cette question depuis longtemps, en examinant effectivement les démarches palestiniennes pour faire reconnaître leur État, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que c'est une démarche utile? Est-ce que ça leur apporte vraiment quelque chose? Oui, je vais y revenir mais peut-être un mot sur c'est vrai que cet argument, en fait, au sein de l'Union européenne, on a 3 groupes d'États aujourd'hui sur la reconnaissance de la Palestine. Un groupe d'États très proactif qui exige une reconnaissance immédiate de l'État de Palestine, donc emmené par l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie notamment, la Suède auparavant. Un deuxième groupe qui nous dit ce sera au moment opportun, donc ça c'est plutôt la France, le Luxembourg, la Belgique. Un troisième groupe plus radical qui dit qu'on ne reconnaît pas pour l'instant la Palestine parce que ce n'est pas un État. Ça, c'est plutôt la position de l'Allemagne et avant, quand il en était membre, le Royaume-Uni. C'est un argument, la question de dire au moment opportun, ce n'est pas un argument juridique. C'est quoi le moment opportun? Est-ce que c'est d'attendre qu'il n'y ait plus de territoire palestinien? Parce que la colonisation, en attendant, elle progresse, elle continue? Ou est-ce que quand il n'y aura plus de Palestiniens en Palestine, c'est quoi le moment opportun? Sur la reconnaissance, d'un point de vue juridique, sur la reconnaissance, peut-être qu'on peut commencer déjà par définir ce que c'est qu'une reconnaissance d'État en droit. C'est en fait un État ou une organisation internationale constate qu'une entité qui revendique le statut d'État remplit les critères du droit international, c'est-à-dire l'État qui peut reconnaître, constate que l'entité dispose d'une population, dispose d'un territoire, dispose d'un gouvernement. Et donc, c'est traduire en droit une situation de fait. Et donc, dans le cas de la Palestine, si on suit cette logique, il s'agirait de dire, est-ce que la Palestine dispose d'un peuple? Le peuple palestinien existe et il est largement reconnu, y compris par Israël, qui l'a reconnu dans un échange de lettres en 1993 avec Yitzhak Rabin. C'est de dire qu'il existe un gouvernement palestinien. L'autorité palestinienne est aujourd'hui le gouvernement officiellement élu, officiellement reconnu sur la scène internationale. Peu importe que ce soit un régime autoritaire, démocratique, qu'il n'y ait pas eu d'élection,
le droit international ne se préoccupe pas de la forme politique et constitutionnelle du gouvernement en question. Troisième critère, le territoire. Et là encore une fois, la CIJ l'a redit dans sa décision en juillet dernier. Le territoire palestinien est délimité, c'est la ligne de 1967, et donc la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Là où il y a un débat juridique, et je pense là au professeur Jean Salmon qui l'expliquait très bien, c'est que l'effectivité de l'autorité palestinienne, donc sa capacité à administrer, à contrôler son territoire, est aujourd'hui empêchée par un fait illicite qui est l'occupation israélienne. Donc quand on dit qu'on ne reconnaît pas, parce que c'est un des arguments qui a été invoqué récemment dans les débats au Conseil de sécurité, notamment les États-Unis, on ne peut pas reconnaître la Palestine parce que l'autorité palestinienne n'est pas effective sur son territoire. Mais elle n'est pas effective parce qu'elle est empêchée de l'être par un fait illicite en droit international. Et donc dire on ne reconnaît pas la Palestine, c'est finalement accepter l'effectivité illégale israélienne sur le territoire palestinien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'existence de l'État de Palestine sur la scène internationale, aujourd'hui, elle est incontestée. La Palestine dispose d'un statut juridique aux Nations Unies. Elle est un État non membre observateur depuis 2012. Elle n'est pas État membre parce qu'elle est empêchée par le veto américain, mais aux Nations Unies, elle dispose de droits presque équivalents à ceux d'un État membre, à l'exception notamment du droit de vote. Elle a adhéré depuis 2012 à 99 traités multilatéraux, à la fois des traités en matière de droits de l'homme, de droit humanitaire, de droit international pénal, de droit diplomatique, de droit de la protection des femmes, des enfants, de droit de l'environnement, etc. Elle est aujourd'hui membre de 21 organisations internationales, dont la Cour pénale internationale, mais pas que, l'UNESCO, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies, Interpol, etc. Elle entretient des relations bilatérales diplomatiques avec pratiquement l'intégralité des États de la planète, y compris avec les États-Unis. Une mission de l'autorité palestinienne est présente à Washington, et un certain nombre d'États qui ne reconnaissent pas aujourd'hui la Palestine ont pourtant accordé un rang d'ambassadeur à l'ambassadeur ou à l'ambassadrice palestinienne dans leur territoire. C'est le cas de la France, c'est le cas, je crois, de la Belgique, et je crois que c'est aussi le cas pour le Luxembourg, qui accorde un rang d'ambassadeur aux représentants palestiniens. Donc, dans les faits, la Palestine a déjà une existence juridique sur la scène internationale qui est comparable à l'existence juridique de n'importe quel État aujourd'hui sur la planète. Et finalement, ce qui bloque, et c'est peut-être là le vrai problème, et c'est là la stratégie de l'autorité palestinienne depuis 2004, c'est sa capacité à devenir un État membre des Nations Unies pour faire pleinement partie de cette société internationale, c'est le Graal, et sauf que la Charte des Nations Unies impose un double filtre, c'est-à-dire qu'il faut, pour devenir membre des Nations Unies, un vote, une recommandation favorable, elle doit être obligatoirement favorable, du Conseil de sécurité, avant que l'Assemblée générale ne se prononce sur l'admission du candidat à l'adhésion. Et donc c'est plutôt là-dessus qu'on a aujourd'hui un blocage. Oui, et donc là-dessus, ce n'est pas par exemple le Luxembourg qui bloque, mais c'est très clairement, ce sont les États-Unis d'Amérique qui bloquent ce processus. Parce que par exemple le Luxembourg, comme de nombreux États, a voté à l'Assemblée générale pour le statut d'État observateur permanent de l'État de Palestine. Mais venons justement du coup plutôt à la discussion politique luxembourgeoise. Monsieur Grass, par exemple, vous, dans votre tribune du mois de juillet, vous estimiez que le moment était prématuré, justement en invoquant des arguments qui existent, mais qui ne sont pas considérés comme des arguments juridiques réellement, parce que vous avez dit qu'ils n'ont pas vraiment de territoire défini. Or, le Luxembourg lui-même, quelques mois précédant votre intervention, notre gouvernement a dit devant la Cour internationale de justice que la colonisation portait atteinte à l'intégrité territoriale de la Palestine. Je veux dire, on ne peut pas être plus solennel dans l'affirmation de l'existence d'un territoire palestinien avec des frontières délimitées que ça. Par ailleurs, vous avez aussi dit que, oui, il y a la question qui exerce l'autorité gouvernementale. Là, pareil, le Luxembourg a des relations avec l'autorité palestinienne ou les représentants de l'État de Palestine. Des relations officielles, ce sont des gens qu'on reçoit chez nous ou qu'on va voir. Quand M. Fayot a voyagé, il a vu
ces interlocuteurs-là, et qui ont le rang, dont les représentants ont le rang d'ambassadeur chez nous. Donc la question qui se pose, bon, voilà, est-ce que votre réflexion là-dessus a peut-être évolué entre-temps, aussi avec les événements, aussi avec l'avis de la Cour internationale de justice, ou est-ce que vous avez, par exemple, des nouvelles de la position du gouvernement? Parce que la position du gouvernement est également assez particulière, on a l'impression qu'elle change souvent, parce que vous avez d'un côté, effectivement, le Premier ministre qui n'est pas de votre parti, mais qui a pris les mêmes arguments un peu que vous pour dire non, on ne va pas reconnaître. D'un autre côté, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui dit bon, on va peut-être ouvrir une représentation diplomatique, ce qui peut faire penser qu'il peut y avoir une reconnaissance, et qui dit oui, on va peut-être reconnaître, on est en train de voir, etc. Alors, est-ce que, voilà, où est-ce qu'on en est? Où est la ligne du gouvernement, et où est quel est votre point de vue personnel? D'abord, je dois souligner quand même que le Luxembourg, et moi personnellement également, ont soutenu la cause palestinienne depuis des décennies, sans doute, parce que vous avez vous-même maintenant encore une fois rappelé les décisions qui ont été prises au niveau de l'ONU et qui ont été soutenues par le Luxembourg également. Moi, j'étais également en Israël, donc j'étais également en Palestine, donc je connais un peu également le problème sur place. Et je suis très sincère. Évidemment, ce qui nous préoccupe et ce que nous déplorons vivement, c'est la politique de colonisation de l'Israël. Elle a été également combattue par le gouvernement luxembourgeois. Je rappelle encore une fois la dernière résolution qui a été soumise au Parlement par moi-même et qui a été, je crois, arrêtée avec toutes les voix. Et là, c'est très bien, encore une fois, rappelé que le Luxembourg condamne la politique de colonisation de l'Israël. Donc, je crois que ça, c'est quand même un point très important qui souligne encore une fois, parce que parfois, on a un peu l'impression que le Luxembourg est défini comme uniquement un adhérent à la cause israélienne. Non, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi nous avons jusqu'à présent donc pas encore suivi le cas seulement de certains pays européens, comme Malte, comme la Suède, je crois que c'était le premier pays en 2014 qui a donc procédé à la reconnaissance de l'État palestinien. Mais notre problème est sans doute également au niveau européen. Nous déplorons vivement que l'Union européenne ne peut pas s'accorder sur une position commune. Et ça, c'est, à mon avis, également un des plus grands problèmes. Et le Luxembourg a toujours essayé quand même de convaincre encore d'autres pays de changer leur attitude. Mais jusqu'à présent, ça, c'est donc pour nous, comme pour le Luxembourg, une des causes principales pourquoi nous n'avons pas encore suivi donc une minorité au niveau de l'Union européenne, parce que nous croyons toujours que l'Union européenne doit se prononcer en équipe, peut-on dire, pour la reconnaissance de la Palestine. Un deuxième point, c'est effectivement qui est l'interlocuteur actuel. Bon, je l'avais cité également dans l'article. D'ailleurs, je suis fier que tout le monde, apparemment beaucoup de personnes ont lu cet article, mais il n'y avait plus d'élections depuis 2006 en Palestine, hein, si ma mémoire est exacte. Et le Luxembourg reconnaît beaucoup d'États où il y a beaucoup d'élections. Oui. Bon. Lequel? Il y a énormément d'États où il n'y a pas d'élections qu'on reconnaît. Enfin, je veux dire, la Chine, par exemple. Il y a encore un autre argument effectivement, le territoire. Et là c'est évident. Nous devons, en ce qui concerne donc le territoire palestinien, il faut remonter à 1967, évident, oui, c'est clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières décennies? Une politique de colonisation inacceptable de la part d'Israël, et ça c'est également un point qui doit être discuté, vraiment discuté. Et sur quelle base peut-on alors discuter d'un territoire actuel de la Palestine? Je sais que c'est un point très très délicat, mais le Luxembourg, encore une fois, le Luxembourg est ouvert à mener ces discussions. Vous l'avez également mentionné. M. Bettel a annoncé que le Luxembourg est prêt à ouvrir une ambassade à Tel Aviv. Il est prêt également à
entretenir un bureau de coopération avec la Palestine. Mais ce sont quand même des signes très, très importants qui mettent dans la direction que nous voulons tous. Donc, à mon avis, il n'y a pas de grande différence actuellement. C'est juste, et là, madame a complètement raison, le moment jugé le plus opportun, ce n'est pas un terme juridique, là je suis complètement, c'est une décision purement politique. Et encore une fois, donc, ce que nous déplorons vivement, c'est l'attitude de l'Union européenne, en somme, qui n'existe pas, parce que l'Union européenne est divisée en 3 blocs. Vous avez complètement raison, le Luxembourg se trouve dans le 2e bloc, mais on doit faire encore des efforts supplémentaires pour arriver à une position unanime de l'Union européenne, sans doute. On va peut-être en discuter. Mais actuellement, le Luxembourg, on peut faire tout seul, mais actuellement, je vous dis, madame, je viens de rentrer de la Slovénie hier soir. On avait des entretiens très, très intéressants avec la présidente de la République et avec la ministre des Affaires étrangères. La Slovénie a effectivement reconnu la Palestine depuis 3 ou 4 mois. Les responsables de Slovénie nous ont dit oui. Actuellement, rien n'a changé. Ils ont dit qu'il s'agit seulement d'un acte symbolique. Ils ont également compris notre attitude. Ils nous encouragent peut-être encore de faire un pas de plus en avant. Mais la Slovénie a vraiment également compris notre attitude actuelle. Et encore une fois, moi je suis personnellement convaincu que la situation va encore changer dans les prochains mois. Parce que, M. Fayot est mon témoin, Xavier Bettel a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'on lui laisse encore un certain temps, qu'il est en train de mener des discussions avec des partenaires potentiels. Vous voulez peut-être réagir à ça, M. Fayot? Oui. Après, on va passer à un autre sujet. Oui, je pense que j'aime bien Gustigras et je ne vais pas répéter ce qu'on a échangé des articles que vous pouvez lire, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est cette politique ou ce narratif fait de louvoiement et de procrastination qui est en fin de compte insupportable et qui finalement veut dire que nous n'avons plus de voix par rapport à la Palestine. Nous avons un Premier ministre qui dit, qui continue à répéter une année après que Israël a le droit de se défendre, qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face. On a un ministre des Affaires étrangères qui dit que ça sert à rien de reconnaître que c'est pas le bon moment de le faire. Moi, je pense qu'on a raté le coche quand l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie ont fait la reconnaissance. On aurait dû être sur ce train-là. Là, on attend le Panama, la Micronésie et quelques autres pour le faire. C'est parfaitement ridicule. Voyons, ce n'est pas sérieux tout ça. On aurait pu le faire il y a 10 ans déjà. On peut parler de ça. Moi, j'étais au gouvernement quand on a eu ces discussions aussi. Donc on peut parler de ça. Le portefeuille des affaires étrangères depuis une vingtaine d'années. Oui, ça c'est quand même aussi parfaitement un peu infantile comme argument, parce que vous savez aussi bien que moi qu'on est toujours dans des coalitions. Et sur ces questions-là, on est deux à décider. Hein. Donc on peut entrer dans ces discussions-là, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de votre parti. Mais bon, toujours est-il que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement une Union européenne qui est divisée depuis longtemps. On ne fait pas le job par rapport à Israël. On dit des choses, mais on n'active pas les leviers qu'on a à notre disposition. Ce sont les accords de partenariat, c'est le dialogue qu'on peut mener avec Israël, c'est le commerce extérieur. Et c'est une dernière question que j'ai posée au gouvernement, de savoir comment est-ce qu'on fait le commerce avec des entreprises qui sont dans les territoires occupés, sachant qu'il y a un récent... dans l'avis de juillet, spécifiquement une mention qui dit que les pays ne devraient pas faire ça, ne devraient pas commercer avec des entreprises
dans les territoires occupés. Et donc, sur toutes ces questions, je sais déjà quelle réponse je vais recevoir, une réponse de Normand à nouveau, mais on n'a pas... donc on dit des choses, mais d'un autre côté, on ne fait rien. Et c'est cette duplicité et cette inconséquence qui prive notre politique de voix sur ces questions. Je vais juste reprendre la balle au bon, en fait, parce que vous venez parler de votre question parlementaire, que je trouve effectivement très, très intéressante, et les questions qui sont posées sont absolument pertinentes, parce qu'il faut voir quelles sont les conséquences pour le Luxembourg de cet avis de la Cour internationale de justice. Mais j'aimerais quand même aussi vous demander si on n'a pas perdu beaucoup de temps et qu'on n'aurait pas pu faire un certain nombre de choses déjà beaucoup plus tôt. Effectivement, peut-être pas quand vous étiez au pouvoir, mais peut-être même avant, parce que vous savez que cette question que vous posez, elle avait déjà été posée en 2010 à votre prédécesseur, M. Kreké. Et M. Kreké, sur les entreprises, est-ce que quand on fait des missions économiques en Israël, est-ce qu'on fait gaffe, est-ce qu'on fait attention pour dire à nos entreprises, écoutez, évitez d'aller dans les colonies parce que c'est contraire au droit international? Et la réponse avait été, c'est quand même compliqué. C'est compliqué de vérifier où ils ont leurs entreprises. Ce qui n'est pas totalement faux non plus, mais je veux dire, on pourrait copier-coller la réponse de M. Kreké de l'époque et la mettre dans la réponse qu'on va donner à votre question. Voilà. Peut-être que c'est ce qui va être fait. Oui, voilà, c'est possible. C'est peut-être le même fonctionnaire qui va la rédiger. Mais c'est tout à fait possible. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un droit d'inventaire à faire sur la politique menée par les gouvernements précédents, y compris des gouvernements, le Parti socialiste était membre de la coalition? Absolument. Hein. Moi, je n'essaie pas de défendre ici des politiques qui ont été menées il y a 14 ans et qui ont justifié cette manière de faire du commerce. J'étais pendant les années où j'étais ministre de l'économie, j'ai toujours plaidé pour un commerce extérieur basé sur les valeurs et de privilégier le commerce avec des pays dont nous partageons peut-être un mode démocratique de délibération et aussi des valeurs communes. Je n'ai jamais, à bon escient, visité Israël avec notre LTIO. Je dois dire, je trouve actuellement aussi problématique qu'on continue ce commerce, aussi comme de rien n'était, hein, sur le tech, avec des startups et compagnie. Donc là aussi, il y aura des questions qui tôt ou tard vont se poser quand on parle de complicité et quand on parle de responsabilité par rapport à ce qui est fait par ce gouvernement israélien et personne ne peut prétendre qu'il ne sait pas de quoi ils reviennent, hein, parce qu'ils le disent ouvertement. Hein, donc c'est une visée d'approfondir la colonisation, c'est carrément de chasser les Palestiniens et de profiter de cette dynamique qui existe pour mener cette politique terrible. Tous les jours, on a des images parfaitement insupportables qui montrent la guerre infecte qui est menée de ce côté-là. Donc je pense que ça pose toute une série de questions dont on sera tenu responsable. Et comme on dit en anglais, on dit accountable, donc redevable, hein, tôt ou tard. Hein. Et je pense qu'il faut qu'on en soit conscient. Politiquement, à un moment, ça va aussi poser des questions juridiques, hein, judiciaires. Oui, y compris pour les entreprises qui sont impliquées voilà, et des individus, bien sûr. Alors, Monsieur Grasse, vous avez également affirmé dans votre article, vous avez quand même dit très ouvertement, il faut quand même poser la question des sanctions à un moment, parce que, surtout si la machine meurtrière, je vous cite, de l'armée israélienne à Gaza continue. Bon, là, on est presque 6 mois plus tard, pas exactement, mais enfin bon, on est à la fin de l'année. Est-ce que là, vous dites, il faut quand même maintenant réfléchir à prendre effectivement des sanctions? Et quelles sont les sanctions que vous pourriez, vous, envisager que le Luxembourg puisse prendre? Parce que vous évoquez la possibilité, donc il faut bien que vous ayez pensé à des possibilités de sanctions envisageables. Je suis sincère, effectivement, également mon attitude personnelle a changé depuis le 7 octobre dernier.
Et elle a encore changé depuis quelques mois en plus. Oui, Israël a le droit de la self-defense, donc, mais de l'autodéfense, mais... Non, il y a des discussions là-dessus. Bon, on ne va pas rentrer dans les discussions juridiques maintenant. On va laisser M. Grasse parler et après... Dans la Charte des Nations Unies, quand même, c'est défini que tout pays a quand même le droit de se défendre lui-même. Bon. Non, mais on ne va pas rentrer dans la discussion là-dessus. Oui, non. À la rigueur, on peut faire ça à un autre moment. Mais... Donc, ce qui s'est traduit, passé le 7 octobre, à mon avis, c'était donc justifié la contre-attaque d'Israël. Mais je suis également sincère. Je suis sincère également que mon attitude a donc évolué et l'agissement de l'État israélien depuis plusieurs mois, surtout depuis quelques semaines, à mon avis, je suis encore une fois sincère, n'est plus justifié. Il faut effectivement maintenant discuter très très sérieusement sur les attaques menées par l'armée israélienne, sur des points, et surtout sur des écoles, sur des hôpitaux, où effectivement des enfants sont tués, des femmes sont tuées. Là, je crois que nous avons atteint un point qui n'est plus donc acceptable. Et maintenant, en ce qui concerne les sanctions, oui, il faut maintenant réfléchir sérieusement sur des sanctions, respectivement également sur d'autres décisions qui doivent être entreprises face à Israël. Et là, je pense surtout à un point, c'est la fourniture d'armes. Bon, Luxembourg ne fournit pas d'armes à Israël. Mais ça, c'est quand même un point très, très important et qui est alors en charge, c'est en premier lieu, évidemment, les États-Unis. Et je crois qu'il faut faire de plus en plus de la pression également sur les États-Unis qui ont une grande responsabilité dans ce conflit, une très grande responsabilité. Et donc, le Luxembourg, je suis convaincu qu'on doit également mener la discussion concernant donc des conséquences qui doivent être tirées de l'agissement d'Israël actuellement. Et la question des sanctions ne doit plus être un tabou. Oui. Okay. Madame Rezaghi. Je vais peut-être répondre sur la légitime défense parce que j'ai beaucoup écrit dessus et c'est quelque chose qui revient systématiquement, pas que le 7 octobre. Hein. Déjà, la construction du mur de séparation, c'était légitime défense, on se protège des attentats terroristes qui sont menés par des Palestiniens en territoire israélien, etc. La Cour internationale de justice en 2004, elle est très claire. Une puissance occupante n'a pas le droit à la légitime défense dans les rapports qu'elle entretient avec le territoire et la population qu'elle occupe. En 2004, elle disait déjà qu'Israël n'a pas le droit à la légitime défense. Israël, le 7 octobre, avait le droit de faire ce qu'on appelle du maintien de l'ordre, c'est-à-dire que sur son sol, elle avait parfaitement le droit, et d'ailleurs elle a fait, de neutraliser les combattants des groupes armés palestiniens qui commettaient des crimes sur son territoire. Il y avait, je crois, entre 1300 et 1500 combattants du Hamas et d'autres groupes terroristes palestiniens. Elle les a neutralisés. Et même, j'ai envie de vous dire, si elle avait le droit à la légitime défense, il y a un droit de la guerre qui s'applique. Ce n'est pas parce qu'un État a le droit d'entrer en guerre parce qu'il est en situation de légitime défense qu'il a le droit de violer toutes les règles du droit de la guerre. Donc le droit international humanitaire s'applique quoi qu'il arrive. Donc c'est notamment la question de la proportionnalité, de la nécessité, de la protection des établissements de santé, etc. Oui, je voudrais... Non, de toute façon, moi, je partage aussi votre point de vue. Il y a des internationalistes qui disent que le droit à la légitime défense s'applique également dans cette situation. Je pense que leur argument est plus faible, d'autant plus que vous citez bien l'avis de la Cour. Pour la Cour, ce n'est absolument pas le cas. Mais bon, il y a un petit débat pour certains qui disent... Mais de toute façon, en toute occurrence, le principe de proportionnalité est totalement violé en ce moment. Et M. Grasse, je crois qu'il l'a reconnu quand même aussi. J'aimerais bien poser une autre question sur les sanctions à M. Grasse. Donc, vous parlez des sanctions d'armement. Donc, c'est toujours facile de dire « Ah, les Américains ne devraient plus fournir d'armes. » C'est facile. Du coup, nous, on n'a rien à faire. Bon, si je vais à Kirchberg dans un grand supermarché, je n'ai aucun problème à y trouver du vin des colonies israéliennes, des dattes produites dans les colonies israéliennes, spoliées dans le cadre d'un système considéré comme un système de ségrégation raciale ou d'apartheid par la Cour internationale de justice. Pourquoi ces produits sont encore dans nos rayons ? C'est ça la question. Est-ce que vous seriez par exemple prêt
à réfléchir à la question de voter au Luxembourg une loi qui interdirait, sur des fondements d'ordre public et de moralité publique, parce que vous aurez le droit de le faire en droit de l'Union européenne, de la vente de ces produits, ou c'est quelque chose qui vous semble absolument inimaginable? Disons d'abord, vous savez bien que le Luxembourg est membre de l'Union européenne. Et je crois que quand même, il faut s'aligner toujours sur une politique au niveau communautaire. Et le Luxembourg actuellement, bon, je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Non, en tant que parlementaire. En tant que parlementaire, jusqu'à présent, donc la majorité parlementaire n'a pas encore pris la décision d'introduire, le cas échéant, une loi interdisant donc la vente de produits venant de l'Israël des territoires occupés. Il faut bien préciser. Jusqu'à présent. Mais je dois dire que cette question également a été quand même discutée déjà. On avait également un tel débat au niveau de la Chambre des députés dans le cadre des débats annuels sur la politique étrangère. Là, il y avait une ou deux fois qu'on avait quand même également abordé ce sujet, posé la question, est-ce que ce ne serait pas maintenant le moment venu où on doit procéder à une interdiction donc, de vente de ces produits. Mais jusqu'à présent, donc, le Luxembourg a toujours dit on ne va pas maintenant faire course seul, mais on attend encore une position commune de la part de l'Union européenne. Ça, c'est encore notre position actuelle. Bien, je pense que je vais faire une dernière série de questions et je vais aborder un sujet un peu plus général, celui des rapports entre le droit et la politique. Et comme je l'ai déjà dit au début de cette discussion, pour les juristes internationalistes, dont j'en fais partie, il est assez frappant de voir que quelle que soit notre couleur politique, parce qu'on peut avoir des couleurs politiques, qu'on soit plutôt de gauche, plutôt libéral, plutôt conservateur, on est tous horrifiés par la situation actuelle et par les violations qui sont commises, et on est également très, très, très inquiets de l'attitude des États occidentaux, qui nous semble quand même extrêmement compréhensif par rapport à Israël, par rapport aux violations graves qui sont commises par Israël. Donc on parle de crimes de guerre, on parle de crimes contre l'humanité. Il y a des discussions très sérieuses, pas seulement politiques ou polémiques, entre juristes sur la commission de crimes de génocide. Et d'un autre côté, on voit des responsables politiques très souvent lancer des cris d'orfraie dès qu'on utilise, par exemple, le terme de crime de génocide possible ou crime contre l'humanité quand on parle d'Israël. La réponse est souvent, non, c'est une démocratie. Nous, en tant que juristes internationalistes, on fait très souvent également le rapprochement avec l'Ukraine, en disant, voilà, la Russie occupe, la Russie annexe. Elle viole les règles les plus élémentaires du droit international. Le seul autre État qui faisait ça avant, c'était Israël, avec la bénédiction des États-Unis. Et il y a même beaucoup de gens qui disent, parmi les internationalistes, le fait que les Américains aient reconnu l'annexion de certains territoires par Israël a encouragé les Russes à mener leur guerre d'annexion. Alors moi, j'aimerais poser la question à nos deux politiques qui sont ici. Est-ce que ce genre de discussion leur semble totalement lunaire, ou est-ce que vous voyez, en fait, voilà, quand on vous parle de deux poids, deux mesures, double standards, est-ce que c'est quelque chose qui... Vous ne pouvez pas comprendre cette discussion? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous semble quand même... Enfin, qu'il faut prendre un peu au sérieux? Moi, je pense que c'est tout à fait évident. Il y a une duplicité... flagrante dans la manière dont nous approchons ces deux conflits et, si vous voulez, ces deux guerres d'invasion ou de colonisation et qui nous fait grand mal sur la scène internationale. Je pense que j'ai senti ça déjà avant le 7 octobre quand j'ai visité les pays africains. On est en train de complètement jouer notre crédibilité internationale dans ce qu'on a coutume d'appeler le Sud global, à cause de ça. Parce qu'ils se disent, voilà, les Européens
qui sont à la botte des Américains, donc position très atlantiste. Ils font une chose par rapport aux Russes en Ukraine et ils font complètement autre chose par rapport à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt en tant qu'Européens. Donc, évidemment, on peut parler des Américains, mais il est évidemment illusoire de penser qu'on a la moindre chance de convaincre les Américains de faire quoi que ce soit. Il faut qu'on commence déjà chez nous. Et chez nous, on ne fait déjà pas ce qu'il faut faire. On continue à donner à Israël accès aux programmes européens. On ne mobilise pas le dialogue dans le cadre de notre contrat de partenariat. On n'ose même pas parler de sanctions économiques ni politiques à l'égard de ces ministres fascistes, il faut le dire, hein, la Ben Gvir ou Smotrich, hein, qu'il faudrait mettre tout de suite sur des listes de sanctions, probablement aussi Netanyahou. On ne fait pas tout ça. Et et ce faisant, mais en même temps, on observe des violations répétées et continues du droit international. Hein. Il y a encore aujourd'hui ou hier un avis qui est paru d'un panel d'experts des Nations Unies qui à nouveau rappelle la responsabilité des États pour mettre fin à cette politique de colonisation. Et donc là, tout le monde est à nouveau mis un peu mis par rapport à ses responsabilités. Donc je trouve que c'est évident, et moi, je dois dire, c'est quelque chose qui me choque et qui me meurtrit au quotidien. L'Europe est en train de virer dans une situation très dangereuse dans ce conflit-là, aussi sur l'immigration. C'est complètement absurde ce qui est en train de se passer. Et voilà, et moi, c'est des choses qui me font très peur. Peut-être votre point de vue sur ça, M. Grasse. Oui, d'abord, on doit se poser la question, est-ce qu'on peut comparer le conflit en Ukraine avec le conflit au Proche-Orient? Bon, là, il y a des pour, il y a des contre. Hein. Je ne veux pas me prononcer définitivement, mais quand même, je crois quand même qu'il y a certaines différences entre les deux conflits. Disons que si vous vous concentriez sur la question de la colonisation, par exemple, l'annexion. Si on prend uniquement en considération la colonisation, il y a quand même une différence. Ah si, Mais bon, deuxièmement, donc, moi j'ai lu également maintenant seulement le résumé, mais l'avis donc de la Cour internationale de la justice, d'ailleurs, qui est très très intéressant et qui a été donc ordonné par les Nations Unies. Oui. Donc, vous voyez également qu'il y a quand même également un certain changement d'attitude au niveau international. Et cet avis, dont je suis certain que chacun le connaît mieux que moi ici dans cette salle, est très très intéressant et qui nous doit donner à considérer également. Et je suis convaincu que dans les prochains mois, si le conflit ne sera pas résolu par un autre moyen, malheureusement, je suis très très pessimiste. Peut-être après les élections aux États-Unis, on doit donner une chance aux élections, mais je crois que quand même cet avis doit être respecté et également sérieusement discuté non seulement par les instances internationales, mais également par surtout l'Union européenne, et se faire alors des réflexions concernant donc la relation entre le droit international et la situation au Proche-Orient. Et alors, parce qu'effectivement, comme si on peut faire un résumé très succinct, donc que la politique de colonisation de l'État israélien est donc vraiment critiquée par la Cour de justice internationale. Et cet avis nous doit donc également servir de base pour discuter donc dans l'avenir la relation entre le droit international et la situation donc en Israël et le Luxembourg, encore une fois, vraiment, le Luxembourg est ouvert à mener toutes ces discussions. Et je n'accepte pas que le Luxembourg soit ici mis dans un coin comme qu'il ne serait pas prêt à défendre davantage les intérêts des Palestiniens. Non, c'est vraiment pas
pas la situation actuelle. Parce que le Luxembourg est prêt également à faire des efforts supplémentaires pour résoudre le problème et pour le cas échéant également reconnaître l'État palestinien. J'en suis sûr que la situation va changer dans les prochains mois, j'en suis sûr. Bon, espérons que le Luxembourg fasse des efforts supplémentaires. Madame Rezaguи, Oui. Peut-être un petit mot de la fin, bref, si vous Oui, pouvez. très bref. Comme ça, on peut ouvrir aux Pour questions. rebondir sur votre question, parce que sur ce parallèle entre l'Ukraine et la Russie, moi je pense qu'il y a une double hypocrisie, si je peux la qualifier ainsi, c'est que contrairement à la Chine qui défend la Russie ou à tous ces États non démocratiques, les Occidentaux se posent en défenseurs du droit international, des valeurs démocratiques universelles, et c'est quand on se pose en défenseur du droit international que l'on peut être critiqué derrière, quand on voit que... Ça me fait penser, je ne sais pas si vous l'avez passé, et c'est l'intelligence artificielle qui le permet. C'est une vidéo de Joe Biden qui, après un bombardement russe qui fait un certain nombre de victimes civiles en Ukraine, il explique que ces bombardements est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Et avec l'intelligence artificielle, en fait, on remplace les mots Russie par Israël et le nom d'un village ukrainien par une ville dans la bande de Gaza. Et en fait, c'est cette première hypocrisie, c'est de se positionner en tant que défenseur du droit international, mais de ne pas être en accord avec ce qu'on défend. Et la deuxième hypocrisie, je pense que l'Occident, mais l'Europe en particulier, va payer pendant des décennies son double standard, le terme que vous avez utilisé, en n'ayant pas un discours cohérent, en expliquant qu'effectivement la Russie mène une guerre d'agression en Ukraine et qu'aujourd'hui elle a annexé une certaine partie du territoire, mais qu'Israël fait aujourd'hui la même chose. Et je pense qu'on va payer vis-à-vis de tous ces États dits du Sud global notre absence de clarté sur la défense du droit international. Et ça se voit déjà d'ailleurs, quand vous parlez avec des Palestiniens ou dans d'autres États du Sud global, ils sont clairement dans le rejet de tout le discours qu'on peut tenir en matière de droit international.